Et donc, c'est un bon endroit, l'IAP, pour vous parler de Beta Pictoris. C'est un bon endroit parce que, effectivement, comme Jacques l'a dit, les premiers travaux en France et en Europe sur Betapic ont été faits ici, ont été initiés ici. Et c'est aussi un endroit difficile parce qu'il y a des spécialistes dans la salle. Et donc, je vais vous parler un petit peu, je vais vous faire une petite revue de ce qui a été, de ce qu'on connaît depuis 25 ans, hein, depuis qu'on a commencé l'étude de Betapic, à la fois sur le gaz et la poussière, en me focalisant sur les aspects formation des planètes, lien avec la formation planétaire. Je vous parlerai un peu plus de l'imagerie des exoplanètes et de Betapic en particulier, et toujours ce que ça nous apporte sur la connaissance de la formation des systèmes planétaires. Et je vous parlerai ensuite du futur. Alors bon, quand j'ai commencé ma thèse sur Betapic, c'était la première thèse sur cette étoile, c'était facile parce que rien n'avait été fait. Il y avait 2 publis ou une publi sur l'étoile. Maintenant, il y en a plus de 1000. Donc, c'est pas possible de faire une revue complète et vous allez avoir ici une vue biaisée. C'est ma vue de ce système et elle est forcément très biaisée. Alors, on revient donc il y a 25 ans avec une découverte majeure par le satellite IRAS de la présence d'excès en infrarouge thermique à 25-60-100 microns. D'excès de lumière autour de Vega d'abord et ensuite de 3 autres étoiles, Vega, Fomalhaute, Epsilon Eridani et Beta Pictoris. Et cet excès-là était indicatif de présence de poussière froide à plusieurs dizaines d'unités astronomiques des étoiles. Dans le cas de Betapic, très peu de temps après, des astronomes américains ont pu faire une image de cette poussière et la voir ici sous la forme d'un disque qui était visible grâce à un coronographe qui est mis au foyer ici pour cacher la lumière de l'étoile, un disque entre 100 et 400 unités astronomiques. L'aspect plat du disque a fait associer ce système tout de suite à quelque chose qui était en lien avec la formation planétaire, mais ce n'était pas du tout clair à cette époque-là de savoir si c'était un système dans lequel des planètes s'étaient déjà formées ou allaient se former. Mais en tout cas, ce qui était clair, c'est que les grains qui participaient à la diffusion ici, on est en optique, les grains qui diffusaient étaient, à cause de la pression de radiation de l'étoile et de l'effet Poynting-Robertson, étaient forcément des grains dont la durée de vie est très courte. Par conséquent, ils avaient besoin d'être reformés, refabriqués de manière régulière. Et l'explication possible, la seule explication possible, était qu'ils étaient reformés à partir de collisions entre des corps plus gros ou de l'évaporation de corps plus gros. Mais en tout cas, ces disques que l'on a appelés les disques débris, et Betapic est devenu le prototype de ces disques débris, sont des disques qui sont forcément en lien avec la formation planétaire, en particulier avec l'étape des planétésimaux, qui sont les briques de base de la formation des planètes telluriques et du noyau des planètes géantes. Alors, les disques débris tels qu'on les avait définis, une luminosité très faible par rapport à celle de l'étoile, une masse de gaz et de poussière petite par rapport à la nébuleuse primitive, et la dynamique des poussières n'est pas contrôlée par le gaz. Et ensuite, on voit des grains dont la durée de vie est petite que l'âge des étoiles. Alors voilà la SED de Betapic. On ne connaît pas encore précisément la masse de la poussière, mais elle est à peu près au maximum de 10 masses terrestres. Donc ça veut dire que la masse de gaz est aussi très petite, elle, et ça veut dire qu'il n'y a plus assez de matériaux pour former des planètes géantes aujourd'hui. S'il y en a, elles se sont formées, mais il n'y a plus moyen d'en former maintenant. Alors Betapic a été vraiment le laboratoire de l'étude de la formation des systèmes planétaires, et on voit ici, depuis le domaine visible au cours du temps et au cours des longueurs d'onde, donc dans le visible, le proche infrarouge, l'infrarouge thermique, le submillimétrique et le millimétrique ici,
une partie des images qui ont été faites et chacune révèle des propriétés intéressantes. On voit l'effet en fonction du temps de la résolution spatiale qui s'est nettement améliorée avec le télescope spatial et les systèmes d'optique adaptative au sol. L'importance de l'infrarouge thermique qui révèle des poussières différentes, des poussières dans des états différents des poussières fines, submicroniques. Les données ici Herschel, avec le disque très bien résolu, des données de test ALMA dont on nous dit qu'il ne faut pas les croire, mais les voilà quand même, et puis des données millimétriques très bien résolues. Donc on a maintenant toute une panoplie d'images pour essayer de reconstituer, de tracer la poussière autour de l'étoile. Alors là, je vais vous donner quelques aspects, pas tout évidemment, mais qui me paraissent intéressants dans le contexte de la discussion d'aujourd'hui. Le disque, maintenant, on sait qu'il s'étale, on peut le voir jusqu'à plus de 800 unités astronomiques, donc extrêmement loin, mais évidemment, c'est plus vers l'intérieur qu'on va être intéressé, parce que c'est ici que se sont formées des planètes, s'il y en a. Alors la première chose qui a été vue, c'était qu'à peu près à une centaine d'unités astronomiques, la distribution de lumière avait une chute cassée brusquement, ce qui voulait dire qu'à partir d'une centaine d'unités astronomiques, il se passait quelque chose. Soit il y avait moins de grains, soit on produisait moins de grains, soit les caractéristiques des grains changeaient, mais il y avait quelque chose qui se passe. L'infrarouge moyen nous dit qu'il y a à l'intérieur du système un vide relatif, c'est-à-dire qu'il y a moins de poussière quand on est très près de l'étoile, ce qui peut faire penser au fait que la matière a été déjà utilisée pour former des planètes. Il y a aussi des spectres à 10 microns qui montrent la présence de silicates en émission, dont la forme est assez proche de celle des comètes du système solaire. Ça, c'est intéressant. Les dernières données dans le millimétrique sont très intéressantes parce que le millimétrique trace des poussières qui sont plus grosses que celles qu'on voit ici dans le visible, par exemple, à 800 nanomètres. Et en fait, ce que ces données révèlent, c'est que l'essentiel de l'émission millimétrique vient d'une espèce d'anneau, je vais dire, qui est assez mal contraint, mais quand même qui pique à peu près à une centaine d'unités astronomiques, donc à peu près à cet endroit-là, par ici, et qu'après on a une brusque chute des grains millimétriques à cet endroit-là. Et donc ça, c'est assez intéressant, et ça amène à penser à un système dans lequel l'essentiel des corps parents produisant la poussière que l'on voit se trouve à peu près à une centaine d'unités astronomiques. Cette largeur n'est pas très bien contrainte, mais c'est quand même ça. En revanche, il y a un arrêt au-delà de 100 unités astronomiques. En revanche, la poussière que l'on voit, le disque que l'on voit en lumière diffusée, lui, on le voit beaucoup plus loin, et ça, c'est tout à fait compatible avec l'effet de la pression de radiation de l'étoile sur les petites particules. Donc on est dans un scénario où on a des planétésimaux ou des comètes, enfin des gros corps, dans la zone bleue ici, qui vont collisionner ou s'évaporer et produire des petites poussières qui seront soufflées par la pression de radiation et qui vont produire les images que l'on voit en lumière diffusée. Alors, ce qui est intéressant une chose intéressante dans le disque intérieur de l'étoile, qui a été vu par le télescope spatial et par des données qu'on avait obtenues avec le premier système d'optique adaptative sur un télescope, couplé d'ailleurs à de la coronographie, c'était une espèce de torsion du disque que l'on voit ici, dans la partie sud-ouest, que l'on voit aussi ici mieux avec les échelles appropriées avec HST, où on voit ici, dans les 80 premières unités astronomiques, une espèce de torsion du disque, un warp, et que l'on voit ici encore mieux dans les plus récentes données du télescope spatial avec ACS. Alors, dans les années, en 1997, on a proposé un scénario avec David Mouillet et John Papaloizou, dans lequel ce warp du disque, cette torsion du disque intérieur, était liée à une planète qui serait, ou un corps, peu importe, un corps massif,
qui serait lui-même en orbite inclinée par rapport à l'étoile, au plan du disque. Et voilà les simulations. On a généré des simulations correspondant à ce cas. Dans ces simulations, on prend en compte la perturbation de la planète sur des planétésimaux. On suppose ensuite que les planétésimaux produisent de la poussière qui est soufflée par la pression de radiation. Et voilà le type de profil qu'on obtient et qui est en fait ici assez compatible avec, par exemple, le profil que l'on a sur le télescope spatial. Alors ça, on a commencé ça en 1997. On a affiné ce scénario dans les années 2000 avec Jean-Charles Augereau, et on a pu donner une première contrainte sur la présence de la planète ou d'un corps plus massif. Donc on a une contrainte en fait entre liant la masse fois la distance au carré à l'âge de l'étoile et aux propriétés du warp. Et donc on était arrivé à dire que l'objet, si le warp était dû à une perturbation gravitationnelle, alors il devait se situer sur cette courbe-là. Donc c'était une première indication de présence possible de planètes. Une seconde est venue des données en infrarouge, en moyen infrarouge, où des gaps, des trous dans les disques ont été vus, mais pas tous ont été confirmés. Ceux qui restent le plus sont ici par télescope, donc ça c'est entre 12 et 20 microns, des trous de matière pouvant indiquer la présence de planètes, et ça avait été interprété donc par la sculpture du disque par plusieurs planètes à 10 unités astronomiques, 25, 44 unités astronomiques, je reviendrai dessus après. Donc, autre indication indirecte de présence de planètes. Et là, je vais passer au gaz qui, en fait, les travaux que je vous ai montrés sont des travaux finalement assez récents, qui datent des années 90, plutôt 90-2000. Et en fait, très tôt, ce qui a été vu, Betapic s'est révélé comme un objet très particulier, avec la présence de gaz ici. On voit ici du gaz stable, qu'on appelait du gaz stable au fond de l'arrêt du calcium. C'était la première observation de gaz sur Betapic par Lew Hobbs, Alfred et collaborateurs. Donc une partie de gaz autour de l'étoile, avec maintenant, on sait, avec des analyses beaucoup plus poussées, avec HST en particulier, FUSE et essentiellement d'ailleurs, HST, FUSE, au début c'était avec IUE, on a à peu près une idée de la composition des éléments, soit en métaux, soit en volatiles. Le gaz est riche en carbone. Ce qui est intéressant aussi, c'est la détection de molécules CO, autour de l'étoile. Et alors ce qui est intéressant, c'est que CO devrait être très rapidement photodissocié par l'étoile, par le flux de l'étoile, donc il n'est pas primordial. Et donc ce qui est intéressant, c'est de nouveau de se dire que fait ce gaz ici. Il y a plein d'éléments aussi que l'on voit ici qui devraient être très rapidement ionisés par le flux de l'étoile. Donc de nouveau, le gaz n'est pas primordial, et ce qui a été invoqué comme explication du gaz, c'était de l'évaporation cométaire, et ça c'est un scénario qui est venu vraiment de l'IAP. Il y a eu beaucoup de travail dessus fait, même récemment par Alain. L'évaporation de comètes pour expliquer ce gaz. Il y a d'autres explications possibles, mais l'explication cométaire est une explication intéressante. Un point crucial est de savoir où est le gaz, parce que quand on fait de la spectroscopie d'absorption, comme c'était le cas avant, évidemment on ne sait pas où il est. Il y a eu deux observations qui me paraissent très intéressantes en sodium ici, donc les raies D1 et D2, qui ont montré que le gaz était en orbite keplérienne, et ils nous ont donné une indication sur la rotation du gaz. Et maintenant on sait que la partie nord-est s'éloigne de nous et la partie sud-ouest vient vers nous. Et ça, on reviendra dessus, c'est important. De nouveau, le gaz, en fait, une étude de Brandecker et al. 2004 a montré des particularités très intéressantes, en particulier que, de nouveau, autour de 120 unités astronomiques, au moins dans les éléments neutres, il y a une chute dans la distribution de densité de ces éléments. Et de nouveau, là, on voit qu'il y a probablement un couplage entre la poussière, la matière solide et le gaz. Il y a aussi une asymétrie qui est aussi observée dans le cas de la poussière. Alors,
Voilà, maintenant je vais passer au gaz variable autour de Betapic, parce qu'on s'est aperçu très vite, et ça c'était pendant mes années de thèse, qu'en plus du gaz stable qu'on voit ici dans les raies du fer autour de Betapic, il y avait aussi du gaz variable que l'on a attribué à du gaz variable en chute sur l'étoile, parce qu'on l'observait comme ça, avec des échelles de temps associées variant de l'heure au jour, et ça se produisait plusieurs centaines de fois par an. On a fait des études assez précises sur la taille du gaz, des nuages de gaz correspondant à ces absorptions, et on voyait qu'elles couvraient qu'une partie de l'étoile. Alors, le scénario qu'on avait proposé dans la fin des années 80, c'était que ce gaz variable était produit par la chute de comètes, et de comètes qui allaient frôler l'étoile, s'évaporer et produire ici, là c'est une simulation dans les raies du calcium, comparée ici aux observations, donc des comètes qui allaient produire ce gaz variable. Ce qui est intéressant, donc c'était une espèce de preuve que des comètes pouvaient se cracher entre guillemets sur une étoile, ce qui a été vu aussi par Corot sur le Soleil. Et la question qui se posait, c'est qu'est-ce qui amenait ces comètes à tomber sur l'étoile? Et Hervé Bust, Alain, tout le monde, enfin plusieurs personnes ont proposé que ces comètes étaient perturbées gravitationnellement par une planète géante à peu près à 10 unités astronomiques sur une orbite modérément excentrique, et que c'était la perturbation donc sur un disque de planétésimaux ou de comètes qui allait les faire tomber sur l'étoile. Il fallait aussi une migration de la planète pour alimenter ceci pendant un certain temps. Donc c'était encore une indication indirecte de présence de planètes autour de l'étoile. Je viens maintenant à des observations qui avaient été faites en 81 en photométrie, où l'on voyait une variation dans la photométrie de Betapic, qui jusque-là était utilisée comme standard photométrique par les astronomes de l'Observatoire de Genève. Et en 81, il y avait eu une brusque montée, une descente et une remontée de la photométrie de l'étoile, qui avait été interprétée, ce n'était pas la seule interprétation, mais qui avait été interprétée par peut-être la présence d'une planète associée à un trou autour d'elle au passage devant l'étoile. Il y avait d'autres interprétations, mais celle-ci en était une. Alors, évidemment, ce qui était intéressant, c'est d'essayer de chercher des planètes directement, ce qui est intéressant pour essayer de contraindre la présence de planètes. Alors, je vous ai mis ici à l'échelle le Soleil, la Terre et un Jupiter à 5 unités astronomiques vu de 10 parsecs, et je vous ai mis par-dessus une PSF, une image donc de l'étoile vue par le télescope, par le VLT, sans correction de la turbulence. On voit que la planète, et même un Jupiter, qui est relativement loin de son étoile, est dans le halo de l'étoile, dans la tache de cygne, et les contrastes entre la planète et l'étoile sont trop grands pour détecter quoi que ce soit. Donc la solution, c'est d'aller dans l'espace, mais pour l'instant, la taille des télescopes est limitée, ou d'utiliser de l'optique adaptative qui va, là, c'est le même objet, le halo non corrigé, et après correction, on voit qu'on a considérablement concentré la lumière de l'étoile sur l'axe. Ce sont des observations Naos. Et alors, ceci dit, ça ne suffit pas parce qu'il faut encore se battre avec le contraste. Même si ici il y a moins de lumière, il en reste encore beaucoup trop. Il faut se battre avec le contraste et avec les speckles instrumentaux, les artefacts instrumentaux qui sont encore beaucoup trop importants par rapport au signal de la planète. Donc il y a deux méthodes utilisées. Soit on prend par exemple un coronographe et on fait des observations de l'étoile, on fait des observations d'une étoile de référence et on fait une mise à l'échelle du halo de chacune des étoiles et on soustrait de manière à ne voir que les résidus, à enlever au maximum la lumière de l'étoile. Donc ça, c'est une première méthode qu'on utilise par exemple en coronographie, qu'on a utilisée pendant des années. Une seconde méthode qui a été développée plus récemment, c'est d'utiliser l'étoile elle-même, c'est-à-dire ne pas aller chercher d'étoiles de comparaison, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va fixer la pupille du télescope et on va laisser tourner le champ sur le détecteur. On va enregistrer beaucoup de données avec le champ qui tourne sur le détecteur et on va construire
la PSF de comparaison, de référence, à partir de l'étoile elle-même. Donc ça a beaucoup d'avantages parce que on va corriger vraiment des speckles de l'étoile et au même moment. Donc en pratique, on prend notre cube de données avec le champ qui tourne sur chacune des images individuelles, on construit d'une manière ou d'une autre, par exemple par médiane dans le cube, une seule PSF, la PSF de l'étoile, qu'on retranche à chacune des images avec le champ qui tourne toujours. On fait une dérotation de chacune des images, on collapse les données pour obtenir, on l'espère, la planète. Alors, ça c'est ce qu'on appelle l'imagerie différentielle angulaire, qui a été proposée par Christian Marois. Et je vais vous montrer ici un exemple. Alors là, vous avez une image qui n'est pas tout à fait l'image initiale, qui est l'image initiale avec un petit filtrage pour enlever la saturation. Et vous allez voir ici un petit truc, par exemple. Ici, vous avez ce qu'on appelle une image de résidu. Donc, c'est une image du cube à laquelle on a enlevé la référence. On voit ici un petit peu mieux. Et ensuite, après, vous verrez, quand on a remis les données au nord, on les a remises nord-est. Là, pour l'instant, dans les deux cas, le champ tourne. Alors, si le truc marche, là, voilà. Donc là, vous avez plusieurs réalisations. Ce sont toutes les images qu'on réalise. Vous voyez ici la planète la plus brillante, vous la voyez tourner. Vous voyez qu'après correction, elle est beaucoup plus brillante. Ce que vous voyez ici, que vous ne l'aviez pas vu tout près, c'est qu'il y a aussi une planète ici. Et je vais la remettre pour que vous regardiez. Voilà. Dans les images brutes, on ne la voit pas. Une fois corrigée, on commence à la voir. Et une fois que les données ont été remises ensemble, vous voyez une planète ici, une là, et c'est le système de HR 87-99. Donc c'est une technique qui est très puissante, qui est un petit peu complexe. Les algorithmes qui sont derrière sont un petit peu complexes, mais qui est extrêmement efficace. Alors ceci, c'est pour vous montrer, parce que c'est bien beau de voir une source brillante, mais il faut la caractériser. Il faut caractériser son astrométrie et sa photométrie. Et ça, c'est extrêmement difficile parce qu'on est noyé dans le halo de speckle. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit des fausses planètes négatives. On va essayer de tuer le signal de la planète. On va les introduire dans les cubes initiaux. On va faire marcher notre machine de réduction dans chacun des cas et on va chercher le minimum en position ou en astrométrie qui va nous permettre d'éteindre la planète. Donc là, vous voyez dans le cas de Betapic, vous avez la planète, on introduit une planète négative, là, comme elle est à la bonne photométrie, on a éteint le signal, on est revenu à un signal à bruit normal, et là, on a introduit une planète qui est tellement négative qu'on n'est plus dans le bruit normal. Donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille, c'est pour vous montrer qu'on doit vraiment se battre avec les speckles de l'étoile. Alors, en utilisant la première technique, là c'est en comparant à une étoile, en traitant des données qu'on avait obtenues en 2003 avec Naos dans la bande L'. On a trouvé ce petit signal ici à 400 millisecondes de l'étoile, donc 8 unités astronomiques en distance projetée. Donc là, on est vraiment en plein dans le halo de l'étoile. À cette échelle, le halo, il tient toute l'image, en gros. Et on avait vu que, étant donné le flux qu'on estimait de cet objet, s'il était lié à l'étoile, alors il devait faire à peu près 9 masses de Jupiter. Donc 8 unités astronomiques en séparation projetée si c'était une orbite circulaire, et une température effective qu'on avait estimée à peu près à 1500 degrés. Alors ce qui était intéressant, c'était que la planète se trouvait dans la direction du disque de poussière qu'on avait vu depuis des années en fait. Alors, on s'est aperçu de ça fin 2008, donc évidemment, on a essayé de réobserver le système et on n'a rien vu. Début 2009, on n'a rien vu, etc. Donc, on a été un petit peu patient et fin 2009, à l'automne 2009, on a vu ça ici. Alors là, cette fois-ci, c'est en utilisant de la DI, avec une technique conventionnelle, on n'y serait pas arrivé. On a vu la source ici. Et là, on est à 300 millisecondes de l'étoile, donc extrêmement près.
dans la même bande de longueur d'onde. Hein. Les cuts ne sont pas les mêmes entre les deux images, mais la source est ici. Et en fait, ce que ça voulait nous dire, c'était que en novembre 2003, la planète était là. Et ensuite, si on suppose qu'elle tourne de la même façon que le gaz, donc elle est passée derrière l'étoile, et en fait, on l'a récupérée ici, une fois qu'elle avait fait une excursion derrière l'étoile. Alors cette deuxième observation donc, nous a permis de montrer que ce n'était pas un objet de champ qu'on regardait, parce qu'il y a toujours cette crainte quand on fait de l'imagerie directe. Par ailleurs, on a fait des observations dans d'autres longueurs d'onde, en particulier dans les longueurs d'onde plus proches. Alors c'est assez difficile aussi parce que les modèles prévoient que plus on va dans les longueurs d'onde proches, enfin plus on descend en longueur d'onde, plus le flux est petit. Donc là, c'est en bande K. En bande H, ça c'est des données toutes récentes, là, du mois de janvier-février, en bande H et en bande J, où là on voit on reste assez près du bruit. Alors, je passe à l'orbite de Beta-Pic. Là, évidemment, depuis 2009, on observe beaucoup l'étoile, on la suit, on la photométrise, on a maintenant des nouveaux points, j'en parlerai après. Et ça nous a permis de caractériser un peu mieux les possibles configurations de l'orbite de Beta-Pic. Et on voit ici une forte probabilité en ce qui concerne le demi-grand axe qui soit autour de 9 unités astronomiques. Donc on a vraiment affaire à une planète qui est à peu près à la distance de Saturne dans le système solaire. Donc c'est actuellement la planète la plus proche imagée d'une étoile. Donc à partir de là, il y a beaucoup de questions intéressantes qui se posent. Alors ça, c'est en intégrant les données qu'on a obtenues tout récemment. Et c'est Hervé Bust qui a fait ces feats, il me les a envoyés hier. On réduit vraiment très considérablement la probabilité que la planète soit loin de l'étoile. En fait, on est vraiment à 9-10 unités astronomiques. J'ai mis ce graphe ici pour Alain. Parce que quand on a cette orbite, évidemment, on va tout de suite voir si l'événement de 81 était un transit lié à cette planète. Et on n'est pas pile poil sur la probabilité de la date de transit estimée avec ces... Enfin voilà, ça c'est la distribution qu'on a. 81 est ici, donc on est dans la... Il est possible que, c'est pas sûr, mais il est possible que la planète qu'on voit soit responsable du transit de 81. En fait, il nous faut beaucoup plus de points pour essayer d'affiner tout ça. Un autre élément important donné par les images à diverses longueurs d'onde que l'on fait, c'est évidemment de pouvoir caractériser la planète, les propriétés physiques, donc la masse. Là, vous avez ici des observations, les contraintes données par l'infrarouge L' et bande à 4 microns, qui nous donnent une masse d'à peu près 8 masses de Jupiter. On essaie aussi avec les couleurs de contraindre la température et la gravité de surface. Et voilà, et aussi voilà les derniers points qu'on a, donc en J, en H, en K, en L et à 4 microns, comparé à des modèles à 1700 degrés et puis un log de G de 4,5. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a encore du travail à faire pour être beaucoup plus précis. La température, on va avoir du mal à la caractériser à mieux que ça. On est à peu près à 1700 K, plus ou moins 200 degrés. Et la masse, à peu près à 9, plus ou moins 2, masse de Jupiter. Il faut que je précise que tout ça, c'est en supposant certaines hypothèses sur le mode de formation des planètes. Alors, en fait, il y a deux types de modèles qui sont utilisés pour prédire les propriétés des planètes à partir de leur formation. Il y a ce qu'on appelle le hot start model, dans lequel la matière à l'intérieur du disque s'effondre et s'effondre sur un cœur, mais toute l'énergie liée à l'effondrement est gardée et chauffe l'atmosphère de la planète. Le gaz est chauffé et garde sa température, l'énergie n'est pas perdue. Il y a un autre modèle, et ça, ce sont les modèles que tout le monde utilise pour estimer les masses des objets qu'on détecte. Il y a un autre modèle qui a été sorti il y a quelque temps, qu'on appelle le cold start model, qui est en fait un modèle dans lequel il y a un effondrement également, mais l'énergie liée à l'effondrement est dissipée, et donc en fait,
Si on regarde ici la température, donc les traits pointillés sont les prédictions des températures effectives en fonction du temps des planètes. Donc là, on est à 1 million d'années, 10 millions d'années, 100 millions d'années, c'est les zones qui nous concernent. On voit que quand on est dans le modèle cold start, on n'a jamais de planètes extrêmement chaudes. Donc en fait, les planètes, elles sont froides et puis elles restent assez froides. En revanche, dans le modèle hot start, dans les premiers millions d'années ou dizaines de millions d'années, les planètes, là vous avez par exemple pour 10 masses de Jupiter, 8 masses de Jupiter, vont être très chaudes au départ et ensuite vont se refroidir. Et c'est ce qui fait que dans les surveys, les recherches de planètes par imagerie directe, on cherche tous des planètes dans des systèmes qui font 10, 100 millions d'années, mais on va pas les chercher plus loin, c'est parce qu'on espère qu'elles seront encore chaudes et qu'elles seront encore self-lumineuses et que comme ça on pourra les détecter. Parce que sinon on aura excessivement de mal. Donc, alors, dans le cas de Betapic, si on prend en hot start modèle, on est ici en température, on est ici en luminosité, ce qui explique qu'on la détecte. Si en revanche le cold start modèle était correct, on serait ici en température, on serait ici en luminosité, on ne la détecterait pas. Les modèles hot start prédisent une masse de 7 à 11 masses de Jupiter, comme je vous ai dit. Le modèle cold start n'est pas capable de reproduire Betapic, la luminosité de Betapic telle que l'on observe. Donc on voit deux choses, c'est que, et ça c'est un message, c'est toujours avoir en tête que tous les paramètres qu'on dérive, qu'on donne, la masse, le rayon, la température effective, le log de G, tout ça, qu'on est estimé de l'imagerie, sont modèles dépendants et sont très dépendants de l'âge. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir en ce qui concerne l'imagerie des planètes extrasolaires, c'est qu'il y a ces incertitudes derrière, et je reviendrai dessus. Je ne suis pas en train de descendre la méthode de l'imagerie directe, hein, parce que les méthodes indirectes, comme les vitesses radiales ou les transits, ont aussi leur propre biais, dont on ne parle pas souvent, mais il en existe. Donc, ce qui est important pour pouvoir contraindre mieux ces modèles, c'est de déterminer la masse de ces objets directement, par une autre méthode, sans passer par des modèles. Alors là, par exemple, je fais juste une brève visite à HR 87-99, donc il y a un système de 4 planètes qui a été détecté par Christian Marois. Ici, on voit les 3 les plus internes. Alors là, elles paraissent très jolies, mais il a un peu trafiqué les données. Hein. Sur les données réelles, elles ne sont pas comme ça. Mais vous voyez ici, celle-ci est à 40, celle-ci est à 24, celle-ci est à 15 unités astronomiques en séparation, en projection, en séparation projetée par rapport à l'étoile, et leur masse est estimée à peu près une dizaine de masses Jupiter. C'est estimé de nouveau avec le hot start modèle. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'en parle ici, c'est que c'est extrêmement intéressant d'essayer d'avoir des idées, des contraintes par d'autres critères. Et dans le cas de 87-99, il y a une incertitude assez importante sur l'âge de l'objet, donc qui se traduit en incertitude sur les masses ici, quand on utilise les modèles, mais il y a eu des modèles de dynamique de ces planètes qui montrent que si elles étaient trop massives, alors le système ne serait pas stable. Donc c'est une indication indirecte sur le fait qu'on est probablement à des planètes qui sont effectivement moins de 10 masses de Jupiter. Mais c'est indirect. L'idéal, c'est effectivement de mesurer directement la masse des planètes, et pour ça, on a essayé de le faire en vitesse radiale. Il se trouve qu'on avait commencé des programmes, d'ailleurs avec Alfred, d'observation de Betapic avec ARPS en vitesse radiale. Alors, à cette époque-là, personne ne croyait qu'on pouvait mesurer, détecter des planètes en vitesse radiale autour des étoiles de ce type-là, parce qu'elles sont chaudes, elles tournent vite, enfin, elles ont tout ce qu'il faut pour qu'on les regarde pas en vitesse radiale. Les vitesses radiales sont essentiellement focalisées sur les étoiles de type solaire, et là, on est sur une étoile de type A. Donc, en fait, il se trouve qu'on a des données ARPS tout au long du temps, avec ici ces données-là qui correspondent à la position de Betapic au moment où elle était au nord-est, et là, ici, à cette position-là, où elle était, je ne sais plus, je ne vois plus, où elle était au sud-ouest. Et utilisant ces données-là, on a pu contraindre la masse de la planète, on a pu déterminer une masse dynamique de la planète en utilisant à la fois la connaissance de l'orbite de Betapic grâce à l'imagerie et les vitesses radiales.
Et ce qu'on vient de montrer, c'est que si la planète est sur une orbite d'à peu près 9 unités astronomiques, alors sa vraie masse, indépendante des modèles, est de moins de 12 masses de Jupiter. Donc ça veut dire que les modèles cold start, tels qu'ils existent actuellement, ne sont pas capables de reproduire ça et ont un problème, parce que la masse est vraiment plus petite que ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir développer au maximum, c'est ce couplage entre imagerie et vitesse radiale. Alors maintenant, connaissant la masse et connaissant la distance de l'étoile, on est retourné sur le schéma qu'on avait sorti en 97, et notre courbe était là en 97. Et la planète, elle est là. Et en fait, il fallait un shift ici, et ce shift, il est complètement expliqué, et on tombe vraiment là-dessus, parce qu'en 97, on supposait, je vous ai dit que la relation là dépendait des propriétés du corps perturbateur, mais dépendait aussi de l'âge de l'étoile. Et à cette époque-là, on avait pris un âge de 200 millions d'années, alors qu'en fait, maintenant, on sait qu'elle fait 12 millions d'années. Par ailleurs, le warp, l'extension du warp, elle était estimée à 50 unités astronomiques. Maintenant, on voit qu'elle est plutôt à 80. Et quand on prend en compte ces deux paramètres, en fait, on se retrouve sur la courbe rose et bêta pic B tombe bien au bon endroit. Ce qui veut dire qu'elle a des bonnes caractéristiques pour être responsable du warp du disque interne si elle est située sur une orbite inclinée. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire, et ça a pris des mois l'année dernière, c'est d'essayer de voir dans tout ce magma-là où est bêta pic, qui est caché là par là, par rapport au disque de poussière, de manière extrêmement précise. Alors voilà ici donc les données qu'on a eues en début d'année dernière en K avec NACO toujours. Donc on voit bien ici le warp, on le voit là aussi, et bêta pic elle est à l'intérieur de ce truc-là. Quand on fait un zoom sur cette donnée-là, là l'étoile est ici, là on est à une échelle de 200 millisecondes et on a la planète qui est ici. Et le défi, c'est de mesurer précisément la position de cet objet-là par rapport à la direction du disque ici, à la fois de ce qu'on appelle le disque principal et le disque warpé. Donc on a fait ça en faisant une étude très soignée des budgets d'erreur associés à la fois à la position de la planète sur le disque, la position de la planète, sa séparation et aussi son PA, et la même chose sur le disque. Et donc on a identifié des budgets d'erreur qui d'habitude ne sont jamais pris en compte. Et en utilisant ça, on a pu montrer que la planète ne se... Alors voilà, là vous avez ici plusieurs façons de réduire les mêmes données qu'on aime bien utiliser. On ne réduit jamais les données avec d'une seule manière, parce qu'en fait, bon, c'est un peu compliqué, mais chaque méthode va introduire des biais, et en utilisant plusieurs méthodes de réduction, on est plus sûr de distinguer les biais de ce qui est vraiment physique. Donc voilà, si on regarde par exemple dans ces données-là, là, on a mesuré, ce sont les traits horizontaux là, l'orientation du disque incliné, warpé, et ça, c'est le PA du disque principal, et la planète, elle se trouve par là. Donc, elle ne se trouve pas dans le disque principal. Idem ici avec, par exemple, cette méthode de réduction et avec cette méthode de réduction. Donc, on voit que la planète est beaucoup plus proche du disque warpé que du disque principal. Donc ça veut dire que sa position projetée n'est pas dans le disque principal, et encore pire, sa position déprojetée, parce qu'on a une idée de l'inclinaison du disque par rapport à la ligne de visée, elle n'est pas du tout dans le disque principal. Et ça veut dire que donc la planète est très probablement dans le warp, et donc elle expliquerait bien l'existence de ce warp, beaucoup aussi d'autres propriétés du disque à grande échelle dont je n'ai pas parlé. Elle pourrait expliquer les FEB pour ce qu'on a vu tout à l'heure, et comme je vous ai dit, pour l'instant, l'orbite telle qu'on la connaît, qui est encore assez mal contrainte, il y a encore des données à obtenir, elle pourrait encore expliquer l'événement photométrique de 81. Alors, qu'est-ce que bêta pic nous donne comme information en termes de formation planétaire? Alors déjà, quelque chose de très direct, le système a 12 ans, donc ça nous montre que les planètes
géantes doivent se former en moins de quelques millions d'années, ce qui est rassurant parce que les gens qui mesurent la quantité de gaz autour des étoiles jeunes voient qu'il y a vraiment une chute sur, ça dépend, entre 3 et 6 millions d'années, la quantité de gaz dans les systèmes chute terriblement. Donc en fait, il faut que les planètes géantes se forment plus rapidement. Donc là, on est tranquille. Ensuite, en ce qui concerne le processus de formation, les planètes du système solaire, comme la plupart des planètes détectées en vitesse radiale, les planètes géantes, on pense qu'elles se sont formées par accrétion de gaz sur un noyau rocheux qui fait à peu près, on estime, entre 5 et 10 fois la masse de la Terre. Alors, donc ça, c'est le scénario qu'on appelle de coraccrétion qu'on estime pour les planètes du système solaire et pour beaucoup d'autres planètes détectées en vitesse radiale. Ce scénario nécessite qu'on arrive à former un noyau rocheux, donc de 5-10 masses de terrestres, assez vite. Donc ça pose des contraintes en termes déjà de distance à l'étoile. Il ne faut pas être trop loin, parce que si on est trop loin, les temps vont être trop longs pour former ces cœurs rocheux, et donc on n'y arrivera pas. Le gaz sera parti avant qu'on ait formé le cœur rocheux. Si on forme un cœur rocheux en 100 millions d'années, il n'y a plus de gaz à accrocher, donc on ne formera pas de planète géante comme ça. Ça m'amène à SFER, justement, l'instrument qu'on est en train d'assembler actuellement à Grenoble. Vous voyez le hall d'intégration, là, il y a une semaine à peu près. L'instrument tel qu'il sera une fois tout assemblé. Donc, ce sera un instrument, un imageur de planètes qui va être dédié donc à la recherche et à la caractérisation des planètes sur le VLT. On espère le mettre sur le ciel en fin d'année ou en début d'année prochaine. Il aura plusieurs modes d'observation, de l'imagerie au contraste, comme on vient de voir, et un IFS, donc en couplant la spectroscopie. L'idée est vraiment de caractériser et de recueillir les premiers spectres de planètes directes et des planètes relativement froides. Les spectres qu'on a pour l'instant des planètes venant des transits, qui sont extrêmement intéressants, ce sont des planètes qui sont très chaudes et qui sont irradiées par l'étoile. Là, on parle de planètes qui sont beaucoup moins sensibles à l'environnement, à leur environnement stellaire, disons. C'est comment on dit en français, intégral, voilà, merci, field spectrometer. Donc on enregistre à la fois l'information en 2 dimensions, mais sur des canaux spectraux différents. Ça, c'est une façon de le faire. Il y a plusieurs façons, mais disons, ce qui est important, c'est qu'on a à la fois l'information spectrale et l'information 2D, spatiale. Donc on aura un mode qui nous permettra d'observer depuis les bandes Y aux bandes du proche infrarouge. Voilà ce qu'on attend comme performance avec SFER par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc là vous avez Betapic qui est là, avec un contraste qui est déjà raisonnable. On a 7 et quelques en contraste et on a à peu près 9 en L', on a à peu près 9 au plus proche longueur d'onde. Et voilà le gain qu'on espère avoir avec SFER. Donc un gain très très important et qui va nous permettre de détecter beaucoup plus de planètes, beaucoup plus près des étoiles, et on a associé à la construction de SFER, on a un projet sur le temps garanti de rechercher autour de 200 ou 300 étoiles membres des associations jeunes et proches, pour que les planètes soient encore chaudes, pour faire une recherche systématique de planètes et une caractérisation autour de ces objets. Voilà, quelque chose qui me paraît important aussi, c'est de comprendre le lien entre les disques de poussière que l'on voit ici et les planètes. J'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de caractéristiques dans les disques de poussière qui peuvent indiquer la présence de planètes, et c'est évidemment des endroits où on va aller chercher des planètes avec SFER. Voilà, je vais terminer là par ce petit schéma qui montre le nombre de planètes détectées par les vitesses radiales, donc le violet clair, par les transits, le violet foncé, par l'imagerie. Vous voyez que l'imagerie, pour l'instant, n'a pas encore détecté beaucoup. Mais j'espère que la courbe qu'on voit ici de croissance à la fois des vitesses radiales et des transits
va pouvoir commencer à s'amorcer avec la génération des imageurs comme Sphère sur le VLT dans les années qui viennent. Merci. Il n'y a pas Kepler. Si. Non. Si. Là, tu as dit Kepler.